Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, combler les 57% de viande importée, c'est l'objectif du lancement du projet Probovine à Boundiali. Un investissement de 9,5 milliards de francs CFA. Des centaines de jeunes seront installés et vont bénéficier d'encadrement. Le ministre Sidi Tchemoko Touré indique que cela va aussi améliorer les revenus des producteurs. Le nouveau pont de Guiglo suscite de l'espoir. Il va améliorer la sécurité routière et booster les échanges économiques dans cette localité. Coût de réalisation environ 8 milliards de francs CFA. Les travaux avancent bien. La circulation sur l'ancien ouvrage était devenue difficile. Les usagers accueillent avec beaucoup de joie le nouveau pont en cours de réalisation. L'ensemble du corps diplomatique informé sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le Conseil national des droits de l'homme entend mettre les ambassadeurs au même niveau d'information sur la question dans le pays. Pour le CNDH, c'est un axe important dans le processus de développement du pays. Taïwan et l'Ukraine au menu des discussions des chefs de la diplomatie du G7 réunis au Japon. Le groupe des 7 pays les plus industrialisés a régulièrement mis en garde Pékin contre toute tentative de changement par la force concernant Taïwan. Certains de ses membres tirent à nouveau la sonnette d'alarme. La Côte d'Ivoire veut couvrir les besoins de consommation nationale en viande bovine. C'est tout l'enjeu du projet Probovine lancé à la station de Panial, au loin de Boundiali. Le ministre Sidi Tchemoko Touré met en place un dispositif de production et d'encadrement capable d'améliorer la productivité. Lanciné Bakayoko. Sur les 825 000 tonnes nécessaires pour assurer son autosuffisance en viande bovine, la Côte d'Ivoire importe près de 57%. Ce volume de viande bovine acheté à l'extérieur coûte un peu plus de 23 milliards de francs CFA aux caisses de l'État. Probovine fait partie d'un portefeuille de 23 projets structurants initiés par le gouvernement et devrait contribuer à combler le déficit. Nous avons pour ambition de permettre aux jeunes d'apprendre les meilleures techniques et pratiques en matière d'élevage de bovins, d'acquérir des compétences techniques et entrepreneuriales et de participer activement à l'animation de la chaîne de valeur de la filière bétail-viande. Dans sa réalisation, le projet se déclinera en 4 composantes. La première composante s'agira du centre d'application et de spécialisation en élevage de races améliorées. La seconde composante, appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes. La troisième composante, valorisation des produits et accès au marché. Et enfin, la quatrième, la gestion du projet. Au cours des 5 années que durera le projet, ce sont 350 jeunes éleveurs qui vont être installés sur 4 marchés à bétail, contre une centaine de rôtisseries. Nous devrions collaborer encore plus étroitement avec vous, les professionnels, les partenaires techniques et financiers, pour relever tous les différents défis liés à la sécurité et à la souveraineté alimentaire. Je reste persuadé que ce projet aidera non seulement la région de la Bagoué, mais toute la Côte d'Ivoire à migrer vers un développement économique profitable pour toutes les populations. D'un coût global de 9,7 milliards de francs CFA, le projet Probovine va surtout augmenter les revenus des populations rurales et renforcer la résilience des communautés tributaires de l'élevage en Côte d'Ivoire. On s'intéresse aussi à notre secteur. Bientôt, l'ouverture d'une unité démo industrielle d'or dans la sous-préfecture de Soro-Bango, dans le département de Bondoukou. Le ministre de l'Environnement a procédé au lancement d'une étude. Jean-Luc Assi a visité le site de la mine d'exploitation de manganèse de Bondoukou pour s'assurer que cette entreprise respecte les normes environnementales et sociales. Le point avec Yaman Damien. Environ 300 km parcourus au sein du parc national de la Komoué pour une visite terrain. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi, accompagné du ministre-gouverneur du district autonome d'Izanzan, des membres de son cabinet, du corps préfectoral et plusieurs techniciens de l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, est venu s'imprégner des réalités de ce parc classé patrimoine mondial et réserve de biosphère. C'est le plus grand parc de Côte d'Ivoire. Il fait 1 148 756 hectares, près de 11 500 km². Le parc national de la Komoué est à cheval sur 3 régions. La région du Bunkani, la région du Tchologo et puis la région du Hambol. Le parc national de la Komoué est essentiellement un parc qui est dédié au tourisme de vision.
Voilà. Et tous les 3 ans, nous effectuons des inventaires aériens pour voir comment se comporte la faune et pour voir les différents indices d'agression. Après l'exposé du directeur en charge du parc national de la Comoé, le ministre Jean-Luc Assi a félicité les actions menées par les agents de l'OIPR pour protéger ce parc qui est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Le projet de valorisation de ce parc est en cours. Cette visite m'a permis de redécouvrir le parc que j'ai connu dans les années 80. Dans le schéma directeur, il est prévu de valoriser ce parc. Nous avons parcouru près de 60 km et j'avoue que j'ai été émerveillé par ce que j'ai vu. La biodiversité est encore conservée. Au cours de cette visite, la délégation a pu voir certaines espèces animales qui vivent dans ce parc, entre autres les coupes de buffons, des phacochères, des bibales et des babouins. Le ministre de l'Environnement dans ce reportage d'Niamien Jean-Luc Assi qui s'imprégnait des réalités au parc national de la Comoé. Nous parlons de préservation de l'environnement mais aussi de construction des routes. Allons dans la région du Cavali. Le chef-lieu Guiglo va bénéficier d'un nouveau pont. L'actuel situé à l'entrée de la ville sur l'axe Guiglo-Douekoué a fini par montrer ses limites. La circulation sur l'ancien pont ne rassure plus aujourd'hui les usagers. Le nouveau suscite donc de l'espoir. Il va améliorer la sécurité routière et booster les échanges économiques dans cette localité. Coût de réalisation, environ 8 milliards de francs CFA financés par l'État. Nos reporters Mama Traoré et Adama Sangare sont allés constater l'évolution des travaux. Aucun panneau de signalisation ne l'indique. Mais à l'entrée de la ville de Guiglo, un stationnement s'impose d'office à tous les automobilistes en provenance de Douekoué. Ici, ils doivent observer la règle de la circulation alternée avant d'emprunter le pont de la rivière Onzo qu'il faut franchir pour rallier la capitale de la région du Cavali. Comme on peut le constater, cette situation n'est pas due à des travaux, mais la conséquence du caractère exigu de cet ouvrage d'art, ouvert à la circulation depuis 1958. Difficile, voire impossible pour 2 véhicules de sens opposé de le pratiquer simultanément. À cette difficulté s'ajoute la vétusté de cet ouvrage, chose qui inquiète de plus en plus les usagers. Pour moi, c'est un peu difficile. C'est très difficile. On peut même pas 2 voitures ne peuvent pas se dépasser là. Surtout quand il pleut. Là, c'est grave. On a l'impression que le pont bouge. Il y a eu une année, il y a les groupes karatéka qui étaient venus pour faire un maracana ici, qui sont noyés dans l'eau ici. Même il y a certains même qui montent sur le pont et il y a une défaillance de freinage, par exemple. Alors quand il y a cette défaillance-là, il ne sait plus comment immobiliser le véhicule et voilà, il finit sa course dans l'eau. Pour éviter l'irréparable, l'État a entrepris depuis mars 2021 la construction d'un nouveau pont, voisin de l'ancien. 2 ans plus tard, les travaux sont à un niveau d'exécution de 68%. L'une des 3 travées est déjà posée. La phase actuelle consiste à bâtir les 2 autres. Une fois achevé, le nouveau pont de Guiglo va mesurer environ 113 mètres de longueur sur 13 mètres de largeur. Un dimensionnement qui permettra d'offrir une circulation fluide et sécurisée dans les 2 sens. Je pense que le nouveau pont fera de sorte que nous puissions circuler facilement. Je dis merci à l'État ivoirien, vraiment qui a pensé à la population de Guiglo. Je pense qu'avec l'arrivée de ce nouveau pont, je pense que ça va nous arranger. C'est un acquis, voilà, mais le plaisir c'est que ce pont finisse pour que nous puissions vraiment l'utiliser. Réalisé à hauteur d'environ 8 milliards de francs CFA, le nouveau pont viendra à coup sûr booster la vitalité économique de Guiglo, selon le premier magistrat de la ville. Le pont est un trait d'union entre la région du Cavali et les autres régions, c'est-à-dire la région du Guémon d'abord et tout le reste de la Côte d'Ivoire. Sans le pont, la banane va pourrir en brousse. Sans le pont, le cacao ne sortira pas. Et on ne pourra pas avoir les recettes nécessaires pour le développement de cette Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, ce pont-là, il est primordial. Si les délais sont tenus, le nouveau pont de Guiglo sera livré au mois d'octobre 2023. La LONASI a remis du matériel au commissariat du 9e et 31e arrondissement à Makori. Les centres de santé de Zéregbo et de Yamoussoukro ont aussi reçu du matériel médical, un don qui vient renforcer le dispositif sécuritaire dans cette commune et les services de santé dans ces localités. Issa Tionayo. Du matériel offert au commissariat du 9e et 31e arrondissement de la commune de Makori, puis
à 2 centres de santé à l'intérieur du pays. Ces dons de la Fondation Lonasi visent à lutter efficacement contre l'insécurité et à améliorer le volet sanitaire en Côte d'Ivoire. Par la voie de la presse, nous avons été révélés à la LONASI et d'un don de 3 millions, aujourd'hui à un don de 20 millions de francs CFA. Cela fait de notre village le centre de santé le plus équipé du département aujourd'hui et la LONASI a transformé le don du groupe électrogène en matériel médical aujourd'hui. Pour le directeur général de la LONASI, ces dons sont le prolongement des actions sociales posées en faveur des populations par le gouvernement. La Fondation LONASI apporte, chaque fois que cela est possible, sa pierre à la politique sécuritaire menée par l'État de Côte d'Ivoire. Car sans sécurité, il ne saurait y avoir d'activité économique prospère. L'entreprise citoyenne n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Elle envisage multiplier ce genre d'actions pour le bien-être des populations ivoiriennes. Et dans le cadre du magazine de dimanche à 13h, Ayman Guivet a reçu Dr Marie-Chantal Avocabouni, coordonnateur du Centre de consultation et de traitement odontostomatologique au CHU de Cocody. Ils ont parlé de la carie dentaire et de ses conséquences sur la santé de façon générale. Voici donc un extrait de l'entretien. La carie dentaire, c'est la présence d'un trou dans la dent. Dès l'instant où on sent quelque chose de bizarre en bouche, il faut tout de suite s'inquiéter. Parce que même si c'est tout petit, il vaut mieux aller voir le dentiste qu'on nous dit « Ah tiens, il n'y a pas de problème ». On est rassuré, on nous félicite. Mais quand il y a un problème, une carie qui a débuté, un problème de gencive qui a débuté, le professionnel va régler ce problème et nous convoquer tous les 6 mois. De manière à ce que de façon régulière, il y ait un suivi et qu'on soit en bonne santé, non seulement au niveau buccal, mais surtout en bonne santé générale. On peut parler des complications locales, la rage dentaire, des douleurs vives, on ne peut rien faire. Quand l'infection a évolué, on peut avoir du pus dans la dent, une dent infectée avec la présence de pus autour de la dent et même le pus peut évoluer jusque du côté de la joue et entraîner la déformation du visage avec une enflure du visage et certaines fois le trou peut se percer. Bon, on parle de cellulite. Les microbes qui descendent dans le sang peuvent aller se greffer sur des organes nobles. On parle dans ce cas d'infection focale, c'est-à-dire une infection qui démarre dans la cavité, dans la bouche, avec une répercussion à distance au niveau du cerveau, au niveau des articulations, des poumons, vraiment au niveau de la colonne vertébrale également. La colonne vertébrale est impliquée quand on a eu beaucoup de dents absentes, qu'il y a un déséquilibre au niveau de l'ajustement des dents. Le mieux, c'est d'avoir une brosse à dents. Il faut tout de suite se tourner vers les professionnels de santé. Parce que si c'est négligé, on peut en mourir. En mission à Bouaké, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a participé à une rupture collective des jeunes avec les forces de défense, une activité mise à profit par l'aumônier militaire pour appeler au renforcement de la foi au sein des hommes en armes. Kader Sogodogo. Messe des armées de la 3e région militaire de Bouaké. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, est aux côtés de ces hommes pour une rupture collective en cette période de jeûne du Ramadan. L'initiative est de l'aumônerie militaire de Bouaké. La hiérarchie militaire salue cette présence du ministre qui est un réconfort pour les hommes. En décidant de venir à Bouaké, c'est un message de solidarité et d'attention hautement appréciée que vous exprimez à l'égard des gendarmes et militaires musulmans de la région. En prenant part à cette rupture collective, le ministre d'État, ministre de la Défense, n'a pas manqué d'encourager les hommes à persévérer dans le travail. Je constate que plusieurs forces se retrouvent ce soir ici, que ce soit l'armée, que ce soit la gendarmerie. Je pense aussi qu'il y a quelques policiers entre nous. Au-delà de ces forces de défense et de sécurité, nous avons le plaisir d'accueillir aussi les familles, les militaires et les gendarmes ici ce soir pour communier avec nous, pour passer ce moment de rupture de jeûne qui est très important dans la religion musulmane. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous puissions, pour les années à venir, continuer dans cette ferveur qui
est indispensable pour la cohésion dans notre pays. Il est important que la foi puisse prendre une part importante dans notre vie quotidienne. Après la rupture, place à la prière. Téné Birahima Ouattara a prié avec ses hommes. Et comme on le voit, le mois de Ramadan est la période par excellence pour multiplier les œuvres de solidarité dans la région du Kabadougou. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a offert à la communauté musulmane des vivres. Son émissaire a exhorté les imams à intensifier les prières pour la Côte d'Ivoire. Sorokourna. 62 tonnes de vivres, c'est la quantité du don du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale à la communauté musulmane de la région du Kabadougou en cette période du mois sacré du Ramadan. Ce don d'Adama Kamara, composé de riz, de sucre et du lait, va permettre aux musulmans vulnérables de passer en toute quiétude les 30 jours de jeûne. En remettant le don, le représentant du ministre invite les fidèles musulmans à vivre cette période de pénitence dans le partage, la solidarité et faire d'intenses prières pour la paix et la prospérité en Côte d'Ivoire. Ce geste se fait en association avec les autres cadres. Et c'est le lieu de remercier tous les autres cadres de leur esprit de participation, de leur esprit de fraternité que nous souhaitons davantage. La distribution des vivres aux bénéficiaires est supervisée par le bureau régional du Conseil supérieur des imams et des affaires islamiques COSIM. Les bénéficiaires traduisent leur gratitude au ministre Adama Kamara pour cette marque d'attention. Ces dotations comme ça, pendant le mois de carême, pour le musulman, c'est du bon. Ça fait bien à la famille. Et spirituellement, ça donne beaucoup de grâce aussi également aux donateurs et même à ceux qui reçoivent aussi également. Partout où les envoyés du donateur se sont rendus, des prières et des bénédictions ont été formulées pour le président de la République, Alassane Ouattara, et les membres du gouvernement afin de réussir leur mission de développement et du programme Côte d'Ivoire solidaire. Ce samedi, le consortium des confessions religieuses chrétiennes d'Abobo a prié pour la stabilité en Côte d'Ivoire. Ce sont au total 10 églises qui ont pris part à ce rendez-vous. Kandia Kamara, maire de la commune, a soutenu l'initiative. On le voit avec Ahmed Traoré, Patricia Oumou Etia. Associer les Abobolais au plus haut niveau à la signature de la convention du partenariat entre la ville de Newark aux États-Unis et la commune d'Abobo. C'est pourquoi l'Église s'est voulue reconnaissante. Venir aujourd'hui, dire merci à Madame le ministre, qui innove, qui pose des actions, qui transcendent et qui crée l'unicité des cœurs et d'esprit, qui pose des actions allant dans le sens de la cohésion sociale. Une initiative soutenue et encouragée par la première responsable de la commune d'Abobo. Nous sommes venus remercier le bon Dieu. Mais aussi, nous sommes venus élever des prières à son endroit. Nous avons prié à travers les guides religieux ici, afin que la Côte d'Ivoire soit toujours cette terre bénie de Dieu, où règne la paix, la concorde, la cohésion, le vivre ensemble. Vous avez fait des prières ici aussi pour le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Oui. Il en a besoin. Il a besoin tous les jours qu'on prie pour lui, afin que Dieu continue de lui donner la santé, la force, la clairvoyance, les moyens de continuer de travailler pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, de continuer de faire en sorte que nous soyons de plus en plus fiers de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Donc de faire en sorte que la Côte d'Ivoire se développe et se développe. Le consortium des confessions religieuses chrétiennes d'Abobo entend parcourir tout le pays pour contribuer au renforcement de la cohésion sociale et de la paix en Côte d'Ivoire. Et ce dimanche, l'Église catholique a célébré la fête de la Divine Miséricorde à la paroisse Saint-Thomas d'Agban. La messe a été marquée par les vœux perpétuels de sœur Corinne Komaviki de la congrégation des sœurs de Notre-Dame de la Paix. On le verra avec grâce Kando, c'est Jean-Pierre Cardinal Coutois qui a présidé la messe. Sœur Corinne Komaviki fait partie définitivement de la congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix. Ce dimanche, fête de la Divine Miséricorde qui marque
le déploiement de la bienveillance et de la bonté de Dieu envers les pécheurs, Sœur Corinne a prononcé ses vœux perpétuels à la paroisse Saint-Thomas d'Agbon Village dans la commune d'Atekoubé, en présence de Jean-Pierre Cardinal Coutois et des ministres Paulin-Claude Danhaut et Laurent Tchaba. Aujourd'hui, je demande à faire profession perpétuelle dans cette famille religieuse pour la gloire de Dieu et les services de l'Église. Pauvreté, chasteté et obéissance, ces trois vœux fondent le socle de la vie consacrée. Sœur Corinne Vicky Nkumo est la première religieuse d'Agbon Village. Elle a fait ses premiers vœux le 26 juin 2015 à la cathédrale Saint-Paul du Plateau lors du cinquantenaire de la congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix. Et dans l'actualité politique, la communauté d'An de Yopougon soutient la candidature de celui qui défendra les couleurs du RHDP dans cette commune. Cet engagement a été pris solennellement au cours d'une réunion hier, samedi, place CP1, une rencontre au cours de laquelle Adama Bictogo a appelé à l'union entre les membres de cette communauté. Le reportage de Michel Digré. La communauté d'An de Yopougon et Adama Bictogo scellent une alliance pour des lendemains meilleurs dans cette commune et c'est le président du comité d'organisation de cette cérémonie qui plante le décor. Quand nous nous engageons, nous nous engageons. Notre oui est très souvent oui et le non est très souvent non. Or, la démonstration que vous voyez là est un attachement, le collat que nous sommes venus faire avec vous pour la commune de Yopougon. À sa suite, Albert Mabry Touakus donne les enjeux de l'engagement de la communauté d'An aux côtés d'Adama Bictogo. C'est la plus grande commune de Côte d'Ivoire. C'est la commune qui a l'une des plus grandes zones industrielles. C'est la commune qui a un potentiel culturel énorme. C'est ce qui peut faire changer les choses qui manquent à Yopougon. Et vous caractérisez tout cela. Donc vous êtes une chance pour Yopougon, pour la transformation de Yopougon. Et nos parents seront à vos côtés. Et le ministre Vagondo Diomandé d'enfoncer le clou. Vous m'avez mis en mission à l'occasion de cette belle rencontre fraternelle pour dire au président Adama Bictogo que le peuple d'An, comme un seul homme, est uni derrière sa candidature. À son tour de parole, Adama Bictogo s'est réjoui de cette cérémonie qui marque la cohésion retrouvée au sein de tous les cadres de la communauté d'An. Dans le tambouille, quand tous ceux-là sont ensemble, quelle belle famille. Je suis arrivé il y a seulement 2 jours de la Mecque. Une seule chose qui m'a conforté à la Mecque, au-delà de la région musulmane, c'est l'univers de la fraternité et de l'humilité. Deli Mamadou a présenté les dons faits à Adama Bictogo qui marqueront son intégration pleine et entière au sein de la communauté d'An de Yopougon. Le ministère de la Famille et l'UNFPA veulent éliminer la violence basée sur le genre, les mutilations génitales féminines et les mariages forcés. Plusieurs milliards de francs CFA sont nécessaires pour couvrir tous les besoins de cette lutte en Côte d'Ivoire. D'ici à 2030, la ministre Nassene Batouré a pris part à un atelier sur la question. Des détails avec Serge Parcom Didi ou Walter Amadou Ouattara. 10 000 milliards de francs CFA pour réduire, voire éliminer les violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire d'ici 2030. Ces prévisions sont issues des résultats d'une étude commanditée par le Programme national de lutte contre les violences basées sur le genre. Cela pour faire face aux besoins de la lutte contre les mutilations génitales féminines, le mariage des enfants et toute autre forme de violence basée sur le genre. Cette année, les données statistiques révèlent qu'on a un peu plus de 1000 femmes qui sont victimes de viol. Ça fait en moyenne 3 femmes par jour qui sont victimes de viol. Donc comprenez qu'il est important que nous puissions adresser la question dans une synergie d'action. Il faut pouvoir mobiliser les ressources, pas seulement auprès de l'État, mais auprès des partenaires. Financé par le Fonds des Nations Unies pour la population, les résultats de cette étude sont en phase avec les engagements pris par l'État de Côte d'Ivoire lors du sommet de Nairobi en 2019.
Nasseneba Touré, ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, compte promouvoir les résultats de cette recherche auprès du gouvernement. Il nous faut agir ensemble et travailler dans une approche commune afin d'inverser les tendances en matière de mariage d'enfants et de lutter efficacement contre les autres formes de violence basées sur le genre. Programme d'autonomisation des communautés en matière de prévention, renforcement des écoles et des services sociaux sont entre autres interventions stratégiques relevées par cette étude pour lutter contre les VBG. Et l'ensemble du corps diplomatique informé sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le Conseil national des droits de l'homme entend mettre les ambassadeurs au même niveau d'information sur la question dans le pays. Des détails avec Éric Goré. La situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire pour la période de novembre 2022 à mars 2023, mise à la disposition des diplomates, une tradition pour le Conseil national des droits de l'homme et une priorité pour le gouvernement ivoirien avec à sa tête le président Alassane Ouattara. Les différents groupes thématiques après enquête sur le terrain ont donné des résultats de leurs travaux, des résultats positifs qui touchent les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, les droits des femmes et des enfants et enfin les droits des personnes vulnérables. L'accès des populations aux soins de santé, à l'éducation, à l'eau potable, à l'électricité. Cependant, des recommandations ont été faites pour améliorer l'offre. La présidente du Conseil national des droits de l'homme, Nabizata Sangaré, est dans l'action. Il faut comprendre que c'est un cadre d'interaction entre le CNDH et les organisations internationales, le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Nous profitons de ces réunions pour leur partager la situation globale des droits de l'homme sur le territoire national. Ils nous partagent aussi leurs lectures et puis on essaie de se comprendre et s'il y a des points d'éclaircissement, nous leur apportons. Et ensemble, parfois, nous faisons des plaidoyers solidaires. Mais pour le briefing d'aujourd'hui, non seulement nous avons briefé l'ensemble du corps sur les faits majeurs qui ont animé la vie sociale de notre pays, mais nous avons couplé ça avec une activité en partenariat avec la société civile pour préparer déjà le passage de la Côte d'Ivoire à l'examen périodique universel. Nabizata Sangaré a informé aussi les diplomates de l'évaluation très prochaine de la Côte d'Ivoire par l'examen périodique universel EPU qui va se faire dans le courant de novembre et décembre 2024. L'ultime séparation, c'était hier. Paul Akoto-Yaou a été inhumé ce samedi sur cette terre natale du Walebo. C'était en présence d'un parterre de personnalités qui s'est mobilisé aux côtés de la famille biologique de l'illustre disparu. Il s'agit notamment de sa famille politique et de l'association des cadres du centre. Le reportage de Léon Beau. Décédé le 16 janvier dernier à 85 ans, le doyen des cadres et ressortissant de Sakassou s'est définitivement séparé des siens ce samedi 15 avril 2023 dans la stricte intimité familiale. L'ultime adieu à Paul Akoto-Yaou a mobilisé aux côtés de la famille royale du Walebo des peuples alliés au Baoulé, notamment les Brons. Présent surtout, le président du Sénat, Jano Aoussou-Kouadio, à la tête d'une forte délégation de l'association des cadres du Centre pour le développement pour prendre la part de deuil du Vébaoulé. Paul Akoto-Yaou, tout le monde sait ce qu'il a été pour ce pays aux côtés du président Houphouët-Boigny et c'est avec une grande tristesse que nous avons appris donc son décès et il était donc normal que le président Oussou Jano et les cadres donc, du centre viennent donc lui rendre un dernier hommage. Nous repartons donc vraiment tristes. Nous souhaitons vraiment que son âme repose en paix. Il a une envergure internationale. C'est un grand homme. Il fait partie des seuls hommes illustres et dont nous sommes fiers. C'est une grande perte pour tout le Walebo. C'est un baobab qui s'est brisé. Autre partie prenante au dernier adieu à Paul Akoto-Yaou, l'État, à travers des représentants des personnalités au sommet. Normal, Paul Akoto-Yaou fut homme d'État pour avoir occupé de hautes fonctions, député, vice-président de l'Assemblée nationale, ambassadeur, ministre. Pour sa part, le PDCI RDA, la famille politique de l'illustre disparu, élève à titre posthume Paul Akoto-Yaou au grade de grand officier dans l'ordre du Bélier.
Comme tous les dimanches, place au tour de l'actualité internationale. Un retour sur les principales informations de la semaine, le 7 sur 7, Angela Diallo à Boussanougou. La médiation internationale composée de l'Algérie et des représentants des 5 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU a pris une initiative pour relancer le processus de paix dans le nord du Mali. Cette initiative survient après qu'un avion de l'armée malienne a survolé la ville de Kidal, contrôlée par les ex-rebelles. Ces derniers ont dénoncé une violation du cessez-le-feu. Le bilan provisoire de l'épidémie de maladie à virus de Marburg qui sévit depuis 3 mois en Guinée équatoriale s'établit à